bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans le salon Jean-Ben du département de l'Hérault. Je suis ravie que le président Mesquida m'ait proposé d'introduire ce temps fort qui croise à la fois les problématiques relatives au logement et les problématiques relatives à l'autonomie. Le département de l'Hérault est un département qui accueille chaque année énormément de nouveaux habitants et ça crée des tensions sur le marché de l'immobilier. Ça devient de plus en plus difficile de trouver où habiter, comment habiter et à quel prix. Et puis les questions d'autonomie, de maintien des personnes âgées ou handicapées à domicile. Ces deux questions du logement et de l'autonomie sont deux sujets sur lesquels le département de l'Hérault est très investi et deux compétences sur lesquelles également le président Mesquida est très engagé. Alors, il y a eu des évolutions législatives. En 2014, la loi ALUR qui permet l'introduction de l'habitat participatif et puis l'aide à la vie partagée. Ça, c'est plus récent. Mais sachez qu'en 2021, le département de l'Hérault a signé avec la préfecture et avec la Caisse nationale de solidarité et d'autonomie un contrat qui va de 2021 à 2029 et qui permet d'accompagner des projets et des personnes dans le cadre de l'aide à la vie partagée. Il s'agit d'un financement qui vient bénéficier aux personnes qui, dans le cadre d'habitat inclusif et d'autres de ces autres formes d'habiter, vient accompagner financièrement ces personnes. Et à aujourd'hui, il y a 23 projets d'habitat inclusif qui sont accompagnés et aidés par le département de l'Hérault, ce qui correspond à 132 bénéficiaires potentiels, 38 personnes âgées et 94 personnes en situation de handicap. Et sur un projet, moi, qui me tient particulièrement à cœur, puisque je suis conseillère départementale du canton de Lodève, mais je suis aussi maire de Lodève, et qu'il y a un projet dont on va parler sur Lodève d'habitat coopératif, le projet de la Caminade. Il y a 6 parcours qui seront aidés dans le cadre de cette aide à la vie partagée. Et c'est une manière, tout ça, pour le département de répondre à cette perte d'autonomie et à l'isolement. Et en tant que maire de Lodève, toutes ces questions de comment est-ce qu'on habite ensemble et comment est-ce qu'on reste le plus longtemps chez soi, ce sont des questions qui sont très, très importantes. Et au sortir de la crise sanitaire, cet isolement des personnes âgées, ça a vraiment été notre principal souci, et pendant les confinements et après. Parce que les personnes sont restées chez elles beaucoup plus, ont perdu cette habitude de sortir et ce lien social qui est si important. Et dans une ville comme Lodève, qui est une petite ville de 8000 habitants, on a ce souci-là. Comment est-ce qu'on habite les uns avec les autres et quels sont les liens qu'on a entre nous? Et donc, le projet, alors qui est presque bientôt, on va plus pouvoir dire un projet puisque les travaux ont commencé, mais de la Caminade, pour moi, c'est très juste dans cette question d'habiter autrement. Et d'ailleurs, je veux juste en profiter pour saluer la persévérance de cette équipe de la Caminade. Je me souviens de notre première rencontre en avril 2019 et aujourd'hui, là, voilà, les travaux sont en cours, donc ça, c'est une énorme satisfaction. Je pense que tous les maires ont envie d'avoir de tels interlocuteurs engagés pour proposer des modes d'habiter différents et des modes de lien social différents. Et d'ailleurs, ce projet a fait des petits, puisqu'on a un deuxième projet d'habitat coopératif à Lodève, qui d'ailleurs sera lundi salué à l'occasion d'une invitation du préfet de région à Toulouse, parce que ce projet a obtenu du fonds vert. Je sais qu'à la Caminade, ils vont un peu faire la tête parce qu'ils sont arrivés un peu trop tard pour le fond vert. Mais voilà, c'est une opportunité. Donc vraiment, je suis ravie d'être là, ravie de participer avec vous à ces tables rondes. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, Madame le maire.
Bonjour. Alors, avant de vous partager les micros, donc voilà, les deux et deux. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à ceux qui nous écoutent à l'antenne et ceux qui nous voient en Facebook Live et sur notre site. Et puis également, bonjour à toutes les personnes très nombreuses qui sont venues aujourd'hui dans le cadre de cette soirée de débat sur l'habitat coopératif, un très beau projet avec ECO et les maisons ECOE. Et nous verrons pendant cette soirée de débat, au cours de 2 tables rondes, tout d'abord les aspects sociaux et politiques de l'habitat coopératif et collaboratif, et on verra l'implication, bien sûr. Et quand je parle de politique, c'est au sens large, bien sûr, dans la cité. Et ensuite, nous verrons avec une seconde table ronde des retours d'expérience avec l'impact concret sur des familles, sur des gens, sur leur mode de vie. Et c'est très important parce que très souvent, on dit, bon, tout ça, ce sont des belles paroles, mais ça ne passe jamais en application. Et puis là, on verra justement l'application. 2 maires sont autour de moi, le maire de Prades et de Lodève. Et on voit bien on va vers une prise en compte par les décideurs des cités de ce type d'habitat. Alors l'habitat, on sait que c'est avoir un logement, se sentir en sécurité dans son logement, pouvoir financer son logement. C'est un des points fondamentaux de la qualité de vie et de la sécurisation de quelqu'un. C'est quasi un besoin fondamental. Et nous verrons justement que ce qui a été mis en place dans l'habitat coopératif pour répondre à ces questions-là, en tenant compte des réserves foncières qui sont de plus en plus faibles dans les cités, bien sûr, en tenant compte des coûts de construction, en tenant compte aussi du mode de gestion de ces habitats et de la façon dont on peut accéder à ces logements. Et nous verrons qu'on va très loin dans certains cas, y compris avec des logements d'urgence dans ces cités-là. Donc c'est très important de pouvoir avancer sur toutes ces questions-là. On sait qu'avoir un projet pour les seniors, c'est vraiment un gage de santé mentale et physique aussi, et que de rentrer dans un projet comme ça permet d'être actif, d'être collaboratif, d'avoir du projet, de bâtir ensemble et d'avoir une vie sociale ensemble. Donc toutes ces questions-là vont être évoquées par les intervenants qui sont autour de cette table et que je remercie. Donc Florence Bréau, vous êtes maire de Prades-le-Dace, vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole. Donc vous êtes aussi une chercheuse. De moins en moins sûrement, vu le tempo des maires, voilà, le temps pris par cette élection-là. Voilà. Colette, Jean-Louis Bascoul. Jean-Louis Bascoul, vous êtes sociologue et vous allez nous éclairer justement sur ces questions-là de logement, de sécurité, de lien social aussi. Vous êtes sociologue de formation, vous avez été longtemps acteur d'un réseau de consultants de gérontologie et administrateur dans plusieurs établissements médico-sociaux. Donc la vie des seniors, vous la connaissez de l'intérieur. Et vous allez justement nous parler de cette question d'habitat. Et je voudrais d'abord que vous éclairiez chacun sur l'importance de cet habitat participatif. Je ferai le tour du plateau ensuite avec Gilles Dupont, qui est directeur général et relogement, Éric Finet, directeur de la Maison du Logement, Catherine Brissot, habitante et future habitante des coopératives Maison ECOE. Donc un plateau assez riche. Et bien sûr, Monsieur Farge, que vous avez effectivement... J'allais vous oublier. Je vous prie de m'excuser. OK. Donc, Monsieur Bascoul, Jean-Louis Bascoul, tout d'accord. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur l'importance du logement et sa fonction ? Alors,
l'importance du logement, certes, mais je vais reprendre quelques termes un petit peu plus antérieurs à la situation, à la question. Revenir, en lisant les documents de l'association, je me suis arrêté sur l'adjectif ou le mot vulnérabilité. Et j'ai un petit peu réfléchi sur cette notion de vulnérabilité, à quoi ça pouvait nous amener comme réflexion. Alors, bon, tout simplement, la vulnérabilité, c'est quand même l'état normal de tout être humain. Nous sommes tous vulnérables, puisque tous nous devons mourir. Mais effectivement, certains, comme dit Coluche, sont plus vulnérables que d'autres, puisque lui parlait d'égalité, et nous sommes un petit peu dans la même situation. Mais cette notion de vulnérabilité qui nous rapproche aussi des problèmes des personnes qui sont en situation de handicap, il faut bien se rendre compte que c'est toujours à la fois quelque chose qui est inhérent à la personne, mais aussi qui est conditionné par l'environnement dans lequel elle se trouve. Et que nous sommes bien plus ou moins handicapés, non pas en soi, mais en fonction de l'environnement. Je vois que, par exemple, j'avais trouvé ça très intéressant que dans les travaux d'urbanisme, eh bien, on avait réfléchi à baisser la hauteur des trottoirs, ce qui permettait à toutes les personnes qui avaient des difficultés à se déplacer de pouvoir accéder et monter sur les trottoirs. Et donc, il y a tout ce travail qui fait que la réflexion contre la vulnérabilité ou le handicap, c'est pas seulement quelque chose à faire envers les personnes, mais c'est aussi à travailler sur l'environnement. Et je crois que c'est ce que vous faites. Et donc, c'est important, cette notion d'être dans un cadre un peu protecteur comme ça, avec du lien intergénérationnel, c'est important? Oui, parce que pour moi, le logement, on pourrait faire un jeu de mots et dire que le logement, c'est un repère. Mais vous écrivez repère avec accent grave ou repère AI, et ça nous renvoie à un certain nombre de réflexions. On voit bien que le logement, c'est un ancrage dans l'espace. On est de quelque part. Et ne pas être de quelque part est problématique. Inversement, être de quelque part, ça vous stigmatise aussi. Et là, la réflexion sur de quel quartier on est, par exemple, peut vous marquer plus ou moins. Bien on sûr. voit bien que il y a une identification. cette notion de repère dans l'espace permet à la fois à la personne de s'identifier, mais aussi d'être identifiée par rapport aux autres. Mais c'est aussi un repère, c'est-à-dire c'est un lieu où on va se protéger. C'est un lieu où on va se replier. Le repère des brigands, c'est toujours, ils vont stocker leurs trésors là où ils vont se mettre à l'abri. Et je crois que l'importance du logement, c'est un petit peu ça, à cette notion de pouvoir se replier quelque part et pouvoir se retrouver. Merci Jean-Louis Bascoul. Cet éclairage de sociologue est extrêmement précieux pour comprendre encore un des intérêts complémentaires des maisons écoées et de ce type d'habitat. Alors, je voudrais passer la parole à nos maires qui sont là, à IRE, bien sûr. Alors, Florence Brault, puisque vous n'avez pas encore eu la parole, je vous donnerai la parole après, vous avez ouvert la session. Florence Brault, vous êtes maire de Prades, et donc, on sait qu'il y a des difficultés à gérer le foncier pour des maires et on a une espèce d'impossible paramétrage de ce foncier et de l'afflux de population qui arrive et du besoin de gérer le logement de ces populations-là. Alors, qu'est-ce qu'apporte justement dans un cas comme ça l'habitat coopératif? Alors effectivement, avant de commencer, je préfère préciser que je ne suis pas chercheur pour ne pas... D'accord. Effectivement, le foncier est rare et le foncier est cher. Donc double difficulté, notamment chez nous à Prades-de-Lez, donc qui est une commune de 6100 habitants et qui a beaucoup grossi ces dernières années. Donc moi, je suis maire depuis 2020. Pour parler de l'habitat participatif, je vais parler à partir de l'expérience du projet Casalaise, qui est en cours de construction, mais qui est un projet que je connais depuis longtemps et qui a des racines assez anciennes, qui a commencé il y a plusieurs années et qui est intéressant parce que il est construit sur une parcelle privée.
donc un habitant qui avait une grande maison et qui a décidé, par conviction, de la transformer en habitat participatif. Ce qui est très vertueux, très intéressant en termes de densification aussi, et d'un point de vue aussi écologique. Donc, comme je disais tout à l'heure, quand on sait que le foncier est très rare et très cher. Alors, je sais que ça a été compliqué, mais on en voit le bout. Et pour la commune, c'est très important parce que c'est un exemple aussi de ce qui peut être fait. Bien sûr, bien sûr. Alors, je vais me tourner justement vers le maire de Lodève et je voudrais vous demander précisément ces habitats participatifs, coopératifs, est-ce que c'est une façon d'assurer la mixité sociale qu'on a besoin d'assurer à partir d'une taille de ville ? Mixité sociale, économique, intergénérationnelle. Oui, enfin le besoin, il n'est pas forcément réglementaire, quoi, non, mais c'est un besoin de vie, de vie ensemble. Et c'est sûr que l'habitat coopératif, en comparaison avec des lotissements à perte de vue où là on ressent plus l'individualisme et le chacun chez soi avec des murs autour, bien sûr que c'est important de ne pas être cloisonné dans un habitat individuel et que le partage et l'entraide puissent se faire et soient organisés dès le départ. Alors, pour ceux qui ont l'expérience de l'habitat coopératif, est-ce que ce sont des habitants qui ont un peu plus d'interaction dans la commune, avec les actions dans la culture, dans tout ça? Déjà, la construction d'un projet à la base comme ça nécessite un énorme engagement, et c'est ce que je disais tout à l'heure, et moi qui m'épate. Et comme ça se construit dans un espace donné, dans un quartier donné, et que la nouveauté aussi peut-être de ces formes d'habiter nécessite d'aller vers les gens du quartier, d'aller vers le tissu économique, social de la commune, ça c'est extraordinaire, quoi, parce que voilà, on a un projet intégré. Et donc, on se pose aussi la question de dire une initiative comme ça, qui part, dans le cas présent, par exemple, après d'un habitant qui a envie de faire un habitat qui a du sens sur son terrain, quand même, prévoir un habitat, etc., ça demande une certaine technicité, du professionnalisme. Je voudrais demander justement à Gilles Dupont, comment, vous êtes directeur d'Aérologement, comment vous intervenez pour sécuriser techniquement et aussi structurellement ces habitats? Alors, Aérologement, en deux mots, Aérologement, c'est une émanation du département. C'est le satellite du département, c'est le bailleur social qui est aujourd'hui sous la gouvernance du conseil départemental. Oui. On gère à peu près 15 000 logements dans le département de l'Hérault et uniquement dans le département, donc on est des locaux et on reste local, à peu près 15 000 logements et avec l'habitude des vulnérabilités, on en a parlé tout à l'heure, l'habitude des vulnérabilités, donc avec un engagement social très fort, puisqu'on a parlé des vulnérabilités liées au handicap, mais c'est aussi lié à l'âge, lié aussi à l'origine, lié aux difficultés économiques. Enfin, la liste des vulnérabilités, elle est importante, et en plus, souvent, elle a tendance à s'accumuler un peu toujours sur les mêmes. Hein. Ma grand-mère disait, il pleut toujours sur les mouillés. On a quand même cette prise de conscience à avoir collective que ces vulnérabilités sont diverses. Et l'outil habitat coopératif, habitat participatif, pour moi, c'est un outil supplémentaire dans la gamme possible de production de logements, mais pas seulement de production de logements à valeur ajoutée. Et j'allais dire qui ajoute de la valeur, mais avec un grand V, c'est-à-dire qui ajoute des convictions, qui ajoute une dimension collective et pas l'individualisme du lot à bâtir dont Madame Lévesque parlait. On est dans un projet collectif. Les projets collectifs sont toujours beaucoup plus compliqués. On le sait, c'est plus difficile de faire vivre un collectif qu'une addition d'individus qui ne recherchent que leur intérêt personnel. Le département est un acteur de l'intérêt général, de l'intérêt collectif. Il est donc normal que son satellite s'investisse
dans l'accompagnement de ces collectifs, de ces équipes finalement Oui. qui se montent à l'occasion de ces projets, dans un domaine qui est un peu compliqué, qui est l'urbanisme, le bâtimentaire. Construire un bâtiment, c'est pas très simple aujourd'hui. Il y a beaucoup de réglementations, il y a beaucoup d'acteurs différents dans l'acte de construire, et c'est déjà compliqué pour une personne toute seule, mais dans un collectif, c'est encore plus compliqué. Notre rôle, c'est de clarifier les enjeux de ce collectif en matière d'habitat. Qu'est-ce qu'ils veulent? Comment ils le veulent? À quel prix? Pour faire quoi? Et nous, on fait que poser des questions. Hein. En fait, le plus souvent, on a zéro réponse. Hein. Les réponses, c'est le collectif qui les a. Donc, nous, en fonction des réponses qui sont données, eh bien, on va élaborer ce qu'on appelle la programmation. C'est une étape technique hein, pour sortir une opération. Et à partir de cette programmation, qui est fondamentale, on va essayer de proposer le mode de logement, l'habitat, les bâtiments qui correspondent aux attentes des futurs occupants de ces bâtiments. C'est notre rôle. Il est important parce que sans cet appui, ça peut être compliqué d'y arriver, sauf si dans l'équipe, il y a des gens très compétents, hein, il y a déjà des architectes, des ingénieurs, des techniciens, des maçons. On peut très bien se passer de nous si le collectif fait rencontrer ses compétences. Si ce n'est pas le cas, alors notre valeur à nous, c'est d'ajouter la compétence et la référence de l'opérateur public qui est Aérologement, le satellite du département. Donc c'est important. Est-ce que c'est aussi une façon de sécuriser, obtenir des prêts à taux zéro, obtenir des cautions techniques qui font que c'est plus facile pour les coopérateurs? Alors, les projets d'habitat participatif, coopératif, se font dans des montages financiers. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que d'abord c'est ennuyeux au possible. Même des fois, moi, je m'ennuie, donc c'est pour vous dire. Mais ce montage permet, avec du logement social, d'aller chercher des financements particuliers, parfois plus avantageux, parfois pas forcément plus avantageux, ça dépend des contextes. Et donc cette labellisation d'un certain nombre de logements qui deviennent des logements conventionnés, des logements sociaux, favorise le montage définitif du projet. Voilà, donc on est des facilitateurs, on vient favoriser la sortie du projet par des montages financiers particuliers, d'une certaine complexité, mais que nous maîtrisons et qui sont ce qu'on fait tous les jours. Hein. Donc les institutions se penchent sur cette question-là et les favorisent, on va dire. On est un acteur de confiance, on est un acteur de référence. On a 15 000 logements, on construit 250 logements par an, on entretient, on réhabilite, on innove sur plein de sujets. Donc c'est plus facile pour les banques de nous faire confiance lorsqu'on vient accompagner un collectif qui porte un projet de long terme. Alors on dit que dans notre période post-Covid essentiellement, c'est le sens qui compte, y compris dans l'emploi, y compris dans les projets qu'on porte, c'est donner du sens, apporter quelque chose de plus. Et donc je voudrais poser justement la question à Éric Finet de ce qu'apporte, vous êtes l'association Adage et directeur des maisons de la Maison du Logement, ce qu'apporte en termes de sens et de solidarité et d'inclusivité cet habitat coopératif. L'idée, c'est d'avoir une vision globale de l'habitat, c'est-à-dire de voir en quoi les personnes peuvent d'abord s'impliquer pour leur futur habitat, enfin en tout cas pour ce qui est du projet que je connais le mieux, pas depuis très longtemps, il faut bien le dire. Mais en fait, c'est quand même l'idée. Participatif veut dire participation. Donc, dans quoi on va vivre? Et puis l'idée, c'est de faire en sorte que ce soit à la fois un habitat d'inclusion sociale avec des catégories de population différentes qui vivent dans le projet, et où l'aspect convivialité, le côté rassurant soit présent, soit très présent. C'est le vivre ensemble au quotidien. Au quotidien, en faisant en sorte, d'après ce que j'ai compris, que certes les espaces privatifs sont importants, mais que les espaces collectifs, les espaces d'utilisation commune, soit vraiment aussi au cœur du projet, quoi. Bien sûr. J'ai vu que je me suis laissé dire qu'il y avait des conférences, des sorties, des activités communes. Aussi, donc on verra tout à l'heure avec les retours d'expérience comment tout cela sort de l'isolement.
et permet d'avoir un projet commun, regarder devant ensemble, c'est important. Alors, est-ce que justement ces situations-là, c'est la maison du logement, vous avez des personnes en difficulté, je suppose aussi un peu de personnes accueillies en France dans des situations critiques ou pas? Alors, la Maison du Logement, c'est un établissement de l'association Adage qui est dédié à des publics en situation de difficulté de logement. Donc, vous avez l'expérience. Donc, nous avons les fameux publics, enfin, parmi les vulnérabilités, parmi les publics les plus vulnérables qui s'adressent à nous. On développe déjà des projets qui sont proches de l'habitat, alors si ce n'est participatif, du moins inclusif. Bien sûr. Parce que j'ai en tête les pensions de famille. Les pensions de famille, ce sont des structures d'habitat pour des personnes qui sont en situation, comme on dit, de souffrance, d'isolement. Et qui ont souvent connu la rue longtemps, qui ont fait des allers-retours quelquefois entre la rue et le logement. Et on a pu constater qu'une fois que ces personnes-là sont dans le logement, seules dans leur logement, elles régressent. Eh bien, la pension de famille sert à ça, c'est-à-dire c'est leur proposer un logement autonome, de droit commun, comme le logement que vous avez, je l'espère tous, mais faire en sorte qu'il y ait une présence rassurante, une présence de personnes, de salariés donc, qui sont là pour créer le lien, pour rassurer les personnes. Et c'est bien souvent, avant tout, cette présence rassurante qui est l'acte fondateur pour l'insertion sociale. Bien sûr, bien sûr. Donc, pour une qualité de vie aussi, au quotidien. Et je pense que je voudrais que Catherine Brissot, donc vous êtes, vous avez l'expérience de la coopérative. J'aimerais que vous nous fassiez un retour, justement, puisque vous avez future habitante des coopératives Maison Ecoé, hein, et vous représentez une association Ecoé. Alors, effectivement, depuis 6 ans et demi, nous sommes sur la construction de ce projet d'habitat participatif sur l'ODEV. Et 6 ans depuis 6 ans, 6 ans et demi. C'est la 6e, ça va faire la 7e année en novembre. Et donc, pour l'instant, la coopérative a commencé en 2020. Donc, elle a été créée en 2020. Et depuis, nous vivons, tout le collectif qui représente 11 foyers, donc une quinzaine de personnes. Nous vivons tout le projet, à soutenir ce projet et à réaliser ce projet avec nos différentes compétences. Mais ce qui anime vraiment notre collectif et les maisons Ecoé, bien sûr, c'est vraiment l'esprit du CARE, des politiques du CARE. Le CARE, c'est quelque chose qui est apparu outre-Atlantique. Et qui donc, CARE pour prendre soin. Prendre soin, se préoccuper. Oui. Voilà. Prendre soin, se préoccuper. Physiquement et mentalement et psychologiquement, mentalement. Voilà. Et se prendre soin part de la constatation, tout simplement, qu'en tant qu'être humain, nous sommes tous vulnérables à un moment donné ou à un autre de notre vie, et que c'est bien de pouvoir se soutenir les uns les autres dans les différentes étapes de notre vie, de la naissance jusqu'à la fin de la vie. Alors, dans ces 6 ans, il y a des caractères différents, il y a des gens qui réagissent autrement, il y a des gens plus pressés, des gens... Vous arrivez, ça se passe? Il y a une régulation qui se fait automatiquement? Heureusement que la diversité existe. On cherche la biodiversité, on cherche à la protéger, et bien justement, c'est la diversité de tous les êtres qui viennent nous rejoindre dans cette aventure. Et effectivement, ça amène des discussions peut-être sans fin par moment, ou des réunions à n'en plus finir. Mais heureusement, nous arrivons petit à petit à nous organiser. Et effectivement, une société n'est pas seulement composée d'êtres humains, mais aussi de la façon dont cette société est organisée. Et ça, c'est très important, parce que justement, nous sommes organisés en coopérative. Et la coopérative, ça a pour base, déjà, ça s'inscrit dans le grand mouvement des coopératives qui existe déjà depuis très longtemps en France, mais aussi d'une propriété collective. Et la propriété collective a l'avantage de pouvoir
inclure, de pouvoir coopter des personnes extrêmement différentes. Et nous cherchons dans nos maisons écoées à avoir l'intergénération en priorité, d'avoir le prendre soin de notre environnement à travers l'écologie, le prendre soin de nous tous, les uns avec les autres. Donc nous sommes suivis par des personnes dont c'est la charge de nous accompagner pour résoudre nos conflits, parce qu'effectivement, il y en a, bien sûr. Ça va de soi. Et prendre soin aussi de soi, parce que c'est très important pour être avec les autres, d'être conscient et respectueux de soi-même aussi. Absolument. Et donc, les maisons écoées sont basées aussi sur une pièce de silence où nous pouvons danser. Alors, évidemment, ce n'est pas encore construit à la caminade, mais à Equinox, cette pièce de silence existe déjà. Et ça permet, si vous voulez, de pouvoir se ressourcer soi-même. Bien sûr. Et de pouvoir repartir dans une relation aux autres qui soit vraiment une relation consciente et respectueuse les uns des autres. Alors Alain Fage, est-ce que vous pouvez nous faire un retour justement à partir d'Equinox ou de votre expérience propre, puisque vous avez cette expérience-là, de comment s'articulent ces relations et ces négociations finalement pour trouver une ligne d'harmonie? Ok, alors donc nous on est sur Clapier. Oui. C'est Maison Écoée Castelet, donc à Clapier, qui est en place depuis 2021. Nous avons commencé nos travaux en 2016, il nous a fallu 5 ans. On a eu la chance d'être soutenu par la mairie, qui avait décidé que dans la nouvelle ZAC du Castelet, il y aurait un terrain pour une coopérative d'habitants. Donc on est arrivé donc avec Marie-Odile, qui nous a vraiment bien aidés, et qui est participante elle aussi, quoi. Et donc on a été aidé par la mairie de Clapier, on a été aidé par la métropole de Montpellier et par la région aussi, puisqu'on a eu une subvention qui nous a permis quand même d'avoir un bâtiment qui est en pierre de Beaulieu, qui est écologique. Qui est joli. On a pour ceux qui sont intéressés, c'est un bâtiment E3C2, donc qui est vraiment au niveau énergétique qui est assez fort, et au niveau bilan carbone, on est quand même un peu dans le dessus du panier, quoi. Donc oui. Nos projets Besson-Acogné et Maison Écoée sont des projets exemplaires. C'est-à-dire qu'on demande à des gens qui sont vraiment très courageux, parce que pour se lancer dans des projets d'habitat participatif, il faut avoir déjà la patience, et puis il faut avoir le besoin d'y arriver, quoi. Donc là, si j'ai une dernière chose à dire, c'est bravo à tous ces gens qui se mettent là-dedans, parce que il en faut de la persévérance pour arriver à ce qu'on fait. Alors, vous pouvez nous rappeler en un mot, puisque vous avez cette expérience-là, pour les gens qui ne connaîtraient pas du tout ce mode d'habitat, on n'est pas en train de parler d'une copropriété avec des gens qui ont des quantièmes en fonction de la surface de leur appartement, etc. Comment ça se passe? On adhère à une coopérative, c'est une personne, une voix. Comment ça se passe? Déjà, je me rappelle, il y en a un coopérateur qui a dit, quand j'arrive à la maison, c'est dès que je passe le portillon. Vous voyez, c'est pas quand je rentre chez moi que je suis chez moi, c'est dès que je passe le portillon, quoi. La deuxième chose, c'est qu'on a 16 enfants, 15 ou 16 âges. J'ai un doute, hein, on est 29 adultes et 15 ou 16 enfants. Les enfants, il faut les voir évoluer ensemble. Et ça, c'est un cadeau de la coopérative. La deuxième chose, c'est qu'il y a des personnes qui ont plus de 90 ans avec nous, et il faut voir qu'eux aussi ont leur place. Et il y a aussi des gens qui ont des problèmes de santé et qui trouvent aussi beaucoup de sécurité à être dans cette coopérative. Donc la coopérative, c'est pas seulement un montage juridique, c'est pas seulement un montage financier, etc. C'est important, mais c'est aussi un montage humain, quoi. Et c'est avec les gens qui viennent. C'est important, c'est un mode de vie. Ça permet aussi à des gens qui n'auraient pas les revenus, justement, d'accéder à avoir un logement avec le mode de vie qui va avec, de solidarité, d'échange. Oui, dans la mesure où effectivement, c'est une propriété collective, comme je le disais tout à l'heure. Donc ça permet, si vous voulez, à des personnes de pouvoir venir nous rejoindre sans forcément avoir des fonds qui seraient nécessaires pour pouvoir accéder à un appartement de 80 mètres carrés ou de 63 mètres carrés, etc. Oui. Et donc tout ça, c'est vraiment un problème de politique et de justice sociale que de pouvoir créer des maisons écoées et des habitats participatifs
qui tiennent compte un peu de ces vulnérabilités, qui tiennent compte de cette attention et de cette préoccupation de l'autre et de cette préoccupation de soi-même aussi, hein, parce que c'est quand même la base. Alors on verra dans les tables rondes, la deuxième table ronde, on verra que dans les retours d'expérience, il y a des mamies qui gardent les enfants quelquefois, les enfants se retrouvent comme avec des cousins ou une famille, à l'ère où les familles sont un peu dispersées, c'est vrai que c'est important. Vous évoquiez, Alain Fage, les enfants. Je pense qu'ils ont là, ils vont grandir ensemble avec des projets communs, c'est fondamental. Moi, ce que je vois sur les enfants, c'est en fait, c'est quand ils arrivent, ils sont juste avec leurs parents. Et au bout d'un moment, on voit qu'ils commencent à être intéressés par les autres enfants. Et la deuxième chose, ils ont un rapport, ils discutent avec les adultes. Alors que d'habitude, quand on est dans un appartement ou dans une maison en ville, eh ben, chacun est chez soi et puis on protège nos enfants, surtout qu'ils n'aillent pas dans la rue, surtout qu'ils n'aillent pas ceci. Dans une coopérative, pas du tout, quoi. On les voit, enfin, courir dans tous les sens. Ils sont en sécurité. Et ils sont en sécurité avec nous. Et ils s'autonomisent sûrement plus rapidement, je suppose. Alors, quand on entend tout ça, tous les avantages sur la solidarité, la vie ensemble, des projets partagés, un accès à un logement très correct, je voudrais demander aux deux maires qu'on a le plaisir d'avoir avec nous, qu'est-ce qui empêche d'étendre l'expérience ? Alors, je voudrais demander justement, dites-nous un peu, Gaël Lévesque, à votre avis, quand on entend ça, on se dit, mais on a là une solution pour tous les maux entre les MAUX dont on entend parler, l'isolement, la vulnérabilité, l'inclusivité aussi, etc. On a tout ça ensemble. Alors, qu'est-ce qui empêche ? Le préalable, c'est la volonté que va avoir un groupe de personnes de monter ça à aujourd'hui. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai rencontré l'habitat coopératif. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est nouveau et je pense que ça nécessite aussi une évolution des mentalités et qu'on sorte un peu des cadres classiques de l'habitat, l'appartement, le lotissement, et ça vaut pour tout le monde, aussi bien pour les institutions que pour les équipes municipales qui vont avoir un canon un peu de qu'est-ce que c'est la production de logement. Alors, entre le logement social, le lotissement, ce sont deux modèles qui sont reconnus, mais on a besoin de tous ces exemples-là d'habitat coopératif pour montrer que d'autres formes sont possibles et les faire accepter globalement, et puis accompagner aussi par les institutions qui ne sont pas forcément calibrées pour accompagner au mieux ça, qui s'y mettent. Et là, vraiment, je salue la volonté du président Mesquida, notamment sur le projet de la Caminade, qui a fait bouger les lignes. Donc, une conscience au niveau du président du département, justement, de cette nécessité d'avancer dans ce domaine. Et c'est vrai que ça remplit plusieurs cases dans les compétences du conseil départemental, et le logement social, la solidarité, l'inclusivité. Donc, beaucoup d'éléments qui sont remplis d'une fois, qui sont vraiment mis en avant et en application. Alors, je voudrais demander à Florence Brault, maire de Prades-le-Lez, à votre avis, vous partagez ce constat. Qu'est-ce qui fait qu'on n'en a pas plus ? Moi, je dirais le foncier. La rareté du foncier, notamment dans une commune, je prends l'exemple de Prades-le-Lez, qui n'a plus de foncier en propre. Donc, ou très peu qui va être dédié à de l'équipement public. Alors, il faut dire que vous... Et pas de projet de ZAC. Vous êtes dans la métropole, donc avec des populations qui arrivent vers la grande ville, puis qui finalement, la ville-centre, et qui finalement vont aller rayonner autour, et du coup, vous avez ce manque de foncier avec des populations qui arrivent. Tout à fait, avec une forte demande en logements sociaux. Bien sûr. Que ce soit en raison de personnes, de Pradéens qui subissent un accident de la vie et qui veulent rester dans la commune, qui cherchent à se reloger, ou des personnes, évidemment, qui arrivent de l'extérieur. On a cette difficulté. Alors, je vais me tourner vers M. Bascoul pour lui demander qu'est-ce qu'on peut faire pour que des petits groupes de population comme ça
se disent, allez, on se met ensemble et on va avancer pour essayer d'avoir du coopératif. Il faut un leader, il faut une locomotive, il faut de la patience. Je crois que comme beaucoup d'actions, effectivement, il faut quelqu'un qui soit le catalyseur, qui sache faire prendre les relations autour de lui et développe. Ça, c'est incontestable. Il y a ce besoin important. Mais je pense aussi, c'est peut-être de valoriser ce qui est fait de cette manière. Faire savoir. Eh oui. Alors, que fait Eurologement, là? Faire savoir, monsieur. Nous, on développe une expertise, c'est-à-dire que l'expérience, et je vais revenir une seconde sur le mot d'expérience, parce que c'est une des difficultés. Ah non, pas du tout. On a eu une expérience avec Ecovia sur la ville de Montpellier, avenue d'Assas, qui a été la première expérimentation des relogements sur d'Héro Habitat à l'époque. Et d'Héro Aménagement sur une opération d'habitat participatif. Il y a la Camina d'aujourd'hui. On est en discussion avec possiblement une autre opération sur aussi une commune de la métropole. Donc nous, ce qu'on fait, c'est développer une expertise et développer une offre. Alors, vous avez d'abord l'offre et ensuite les gens se fédèrent dessus, ou alors vous intervenez parce que des gens se sont fédérés? Ce qui compte, c'est l'envie des gens. Nous, on a très envie, mais on n'a pas toujours le foncier. Et puis, on ne va pas obliger des gens à travailler ensemble. Jacques Brel disait, le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est d'avoir envie de faire quelque chose. Il faut de l'envie. Voilà. Une fois que cette envie s'exprime... C'est l'envie et de l'huile de coude. L'envie, de l'huile de coude, et puis des compétences techniques. Et nous, on est là sur ce volet-là, et très modestement que sur ce volet-là. Mais je crois juste un point sur qu'est-ce qui fait obstacle au développement, parce que c'est une question qui est cruciale, c'est que chaque projet est différent. Parce que le collectif... Lorsqu'ils se fondent, ils se fondent sur des valeurs différentes, sur des modes de fonctionnement différents. Et qu'on n'aime pas bien des choses différentes, nous, parce qu'on aime bien industrialiser. Hein, c'est beaucoup plus simple de faire toujours la même chose au même endroit. C'est beaucoup moins cher. Et qu'est-ce que c'est facile? Je dis ça avec ironie, vous m'avez compris. Mais faire du sur-mesure, faire de la haute couture dans l'habitat coopératif, eh bien, c'est plus long, c'est plus compliqué, c'est plus cher. Et il faut plus d'envie, y compris pour un opérateur auquel on demande de produire du logement, tout simplement. Pardon, j'étais un peu long, mais ça me paraît un point important pour la suite. C'est important d'avoir cette logique, cette compréhension, pour que, justement, puissent se fédérer des initiatives avec une perspective de succès, quand même, sans aller dans le mur. Hein, voilà. Alors, peut-être qu'il faudrait communiquer plus, hein, messieurs et mesdames qui avaient l'expérience, pour susciter des vocations. Exactement, cette soirée est là pour ça d'ailleurs. Des diffusions, ouf. La radio Aviva aussi est là pour ça. Et puis, bon, c'est autant de personnes qui entendent ces propos et autant de personnes qui vont parler de tout ça. Et puis, nous avons effectivement des moyens de communication que nous saisissons localement, partout, là où nous pouvons. Hein. On a une commission communication qui est extrêmement active. Eh ben, c'est parfait. Donc, on s'est même résolu à Facebook. Je vois que c'est un chemin. Donc, je voudrais vous remercier. On a vu dans cette première table ronde, ma foi, les aspects sociaux, les aspects économiques, les aspects de politique de la ville aussi, qui sont soulevés par l'habitat coopératif. On a vu que des institutions comme le département de l'Hérault s'impliquent pour sécuriser ces projets et en faisant en profiter chacun. Donc je voudrais remercier Alain Fage et Catherine Brissot, qui sont des habitants ou futurs habitants de coopératives, bien sûr. Éric Finet, directeur de la Maison du Logement, faite par l'association Adage. Gilles Dupont, directeur général de Hérault Logement, et nos deux maires, Gaël Lévesque, qui est maire de Lodève, et Florence Brault, maire de Prades-le-Lez. Merci à chacun, merci à Maison Ecoé d'avoir provoqué ce débat et cette mise en perspective comme ça de ces habits. Et j'ai oublié Monsieur Bascoul. C'est une catastrophe. Donc, oui, Monsieur Bascoul. Donc, voilà. Je suis pardonnée, j'espère. Donc, vous êtes sociologue, donc vous savez ce que c'est. Hein, voilà, le stress.
Je vous remercie à tous, merci à chacun et vous retrouverez ce débat bien sûr sur les réseaux sociaux, notre site internet et sur l'antenne de Radio Aviva. Merci. Alors, on va passer les questions vers la salle, les micros. Vous attendez le micro pour vous exprimer. S'il y a des questions, des demandes de précision, des commentaires. Monsieur, vous présentez. Bonsoir à tous. Je suis Thierry Noël, adjoint au maire de Clapiers. Ce que j'ai trouvé intéressant ce soir, alors je ne vais pas reprendre tout ce que vous avez dit, ce que j'ai trouvé intéressant ce soir, c'est que pour un élu, lorsque ce type de projet arrive, c'est un projet pas habituel. Effectivement, c'est un projet nouveau qui rentre pas dans les cadres habituels et ça crée automatiquement des débats parce qu'on se dit oulala, comment on va faire rentrer ça dans nos montages généraux, quoi. Et donc on doit faire des choix. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de constater qu'il y a eu effectivement l'initiative de citoyens qui se sont engagés, qui avaient un projet, qui avaient à un moment donné besoin de soutien. On a entendu des soutiens techniques, quelquefois des soutiens financiers, etc. Et maintenant, ce type de projet, il coche pas mal de cases, quoi. Solidarité, il coche la case écologie, la case intergénérationnelle. Enfin, je vais pas tout citer. Il faut que ça se sache. Et j'avoue, en étant un élu, qu'il y a quelque chose qu'on connaît, on connaît ECO à Clapiers, mais on le valorise sans doute pas assez. C'est parce que ce genre d'exemple, justement, pourrait amener d'autres à vouloir le faire aussi. Et pour le coup, nous, les élus, on va plus découvrir le truc. C'est-à-dire que si une nouvelle équipe de volontaires se porte, eh ben, on va dire, ah ben oui, on connaît un peu déjà. Ça a marché ailleurs, donc ça peut marcher. Voilà un sujet pour le futur congrès des maires. Autre question, madame, derrière, là-bas. Ah, ok. Merci, bonjour. Donc Cécile Olive, adjointe au maire à Vaillocès. Alors c'est vrai que c'est des projets très ambitieux qui correspondent, comme le disait monsieur, qui cochent toutes les cases de ce que certains élus veulent porter. Et comme ça a été dit, on se retrouve souvent un ou deux élus dans une équipe à vouloir développer des projets comme ça dans nos communes et on est bloqué par le foncier. Et on est bloqué aussi par la pression forte des promoteurs, type GGL, qui arrivent et qui continuent à ne promouvoir que du lotissement villa-piscine. Donc je commence à démarcher. Je crois que j'ai convaincu mon maire, qui est aussi vice-président de la communauté de Grand Pic Saint-Loup, qu'il fallait aller vers des projets comme ça. Mais on est démunis pour faire pression et pour arriver à trouver du foncier. Et du coup aussi, on est un peu démunis quand on est 2 ou 3 élus à vouloir porter ça, mais qu'on n'a pas de collectif de futurs habitants déjà monté. Voilà, merci. Merci. Il y avait une question là. Madame. Bonsoir. Alors, moi, c'est Nathalie Gimif Sud. Je suis banquière, Caisse Épargne. Ce que je voulais dire, c'est que pour nous, ce sont des projets que l'on finance et c'est extrêmement motivant, et notamment d'avoir accompagné Maison Ecoé sur Clapiers. Et surtout, on s'est formé, nous aussi, à ces financements complexes et à comment monter ce type de dossier parce qu'on ne savait pas le faire avant. Et grâce aux travaux qu'on a menés
mais surtout avec Marie-Odile, on a appris, nous aussi, à financer ce type de projet. Monsieur le disait, on est sur des financements qui sont des financements conventionnés. Je ne rentre pas dans le détail, mais ce n'était pas aussi simple que ça au début de faire ceci. Et grâce aussi à vous, à toute impulsion des communes et tout ce qu'on a pu faire, nous aussi, sur ces secteurs-là, on est devenu référent, nous, Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon, au niveau national. Et on est maintenant, on accompagne d'autres caisses d'épargne sur le financement de ces projets complexes. Et on participe aussi au niveau national à des groupes projets là-dessus. Et ça, tout ça, c'est grâce à vous ici en Languedoc-Roussillon. Alors, merci à vous. Merci. Mais, je trouve intéressant l'initiative d'un habitant qui a un trop grand terrain et qui se dit, tiens, je vais laisser une partie du terrain pour faire un habitat de ce type. Et ça peut être une réponse au problème du foncier, de la pression foncière. Il faut lui donner la médaille de la ville. Bon, je suis Madeleine Mutel. Je représente une association Dynamis qui est porteuse d'un projet dans le Gard. Ce projet voudrait associer des habitants dans une coopérative d'habitants, mais aussi des personnes handicapées, assez handicapées pour ne pas pouvoir vivre seules dans leur logement individuel. Donc on envisage une colocation, comme ça se fait maintenant aussi par rapport aux personnes porteuses de handicap. Nous voulons aussi inclure dans notre projet des personnes qui sont en perte d'autonomie, et qui sont assez avancées dans la perte d'autonomie pour déjà ne plus pouvoir être seules aussi dans leur logement individuel. Donc nous envisageons aussi une petite colocation pour eux, et peut-être d'autres personnes porteuses de handicap plus légers qui peuvent être, elles, indépendantes. Donc je voulais savoir si dans les expériences, vous avez déjà associé des colocations avec des appartements individuels. Voilà. Et j'ai une autre question, c'est que nous sommes donc en lien avec le réseau national APA pour les habitats partagés accompagnés, donc pour toutes les personnes qui sont en perte d'autonomie. Et ce que nous avons vu au stade où nous en sommes, c'est qu'il y a des financements particuliers pour toutes les personnes donc en fragilité. Comment articuler une structure de coopérative d'habitants qui va construire des logements pour des personnes qui travaillent, qui ne sont pas en situation de fragilité, et la structure qui va construire, porter la construction ou financer les logements pour les personnes en fragilité? Est-ce que ça peut être la même structure, avec la même comptabilité, vu qu'il y a des financements qui sont très différents, et certains qui sont complètement fléchés sur les personnes en fragilité? C'est vraiment la question qui est actuellement tout à fait à l'ordre du jour pour nous. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer là-dessus? Peut-être, Monsieur Dupont, vous pourriez en dire quelque chose, mais en tout cas, sur les deux projets L'eau des voies, on a des logements qui sont conventionnés sociaux. Donc on a à la fois ce qu'on pourrait appeler des logements libres et des logements qui font l'objet d'un agrément social. Donc là, on retrouve les deux typologies du public que vous pouvez avoir. Et donc, nous, c'est le département de l'Hérault, en fait, qui donne cet agrément-là et qui permet aux équipes projets de bénéficier de prêts sociaux. Mais peut-être, M. Dupont, vous voulez compléter? Ça peut être... Les collectifs aiment bien ajouter les complexités, donc ça je l'ai noté, mais c'est challengeant pour nous, c'est bien. Vous ajoutez un concept qui est la colocation. C'est-à-dire que, voilà, de ce que j'ai compris, madame, de votre intervention, il y a cet aspect de colocation qui vient compliquer la situation, mais ce n'est pas forcément impossible. Aujourd'hui, il y a une grande étanchéité de la réglementation entre colocation dans le logement social et colocation dans le logement ordinaire, si vous me pardonnez cette expression, et on a du mal à faire cohabiter, c'est le cas de le dire, la colocation avec d'autres modes d'habiter, le bail ordinaire, l'accession à la propriété, le logement locatif social, tous ces modèles un peu bureaucratiques, voilà, ils ont leurs atouts, mais ils ont aussi leurs limites, ont un peu de mal à cohabiter du point de vue opérationnel. Mais je pense que c'est pas impossible. Bon, on n'a pas trouvé, on n'a pas eu ce problème-là, mais si on nous le pose, on cherchera.
Il y a une évolution législative peut-être à faire. Il faut des évolutions. La loi, Gaël Lévesque l'a dit, la loi de 2014 a lancé quelque chose. Aujourd'hui, il n'y a pas de son, pas d'image sur les politiques du logement à l'échelle nationale. Je suis obligé de le dire parce que c'est notre quotidien. Du coup, on est un peu en attente de choses comme ça. Peut-être que vous êtes précurseur et que vous ferez bouger les lignes sur cette question-là. Je veux juste dire un mot sur le rôle des élus. J'ai entendu... les adjoints, notamment Madame de Vaillocès, qui est un maire qui sait faire bouger les lignes. Hein. Moi, il m'a testé là-dessus. Voilà, c'est un plaisir de travailler avec lui et son équipe, mais quand même, je pense que vis-à-vis des promoteurs, des aménageurs, il faut que les élus prennent le pouvoir. C'est tout. C'est qu'on leur a laissé faire un certain nombre de choses depuis des années dans ce département comme ailleurs, et que si les élus décident en amont des opérations d'imposer leur vue, à travers les plans d'occupation des sols, à travers les règlements des ZAC, à travers l'attribution de macro-lots à tel type d'opération. Si vous savez manœuvrer le levier économique, qui est le seul qui motive un aménageur ou un promoteur, alors vous prendrez la main dessus et vous aurez la capacité à le faire évoluer dans le sens que vous souhaitez. En tout cas, nous, on est à vos côtés techniquement pour travailler sur ces sujets-là. Au plus on y travaille en amont, au plus l'aménageur cherchera des solutions pour préserver son intérêt, ce qui est tout à fait normal, on a besoin de lui, mais pour aussi répondre aux attentes de la collectivité et des élus. Ils sont respectueux de ça si vous leur parlez d'argent. Et peut-être juste, je complète juste un tout petit peu, sur l'ODEV et sur le deuxième projet d'habitat coopératif, on a lancé un appel à projet. Donc en fait, il y avait cette réserve foncière qu'on avait réussi à faire avec l'aide de l'établissement public foncier, qui nous donnait quand même la main sur qu'est-ce qui allait se faire, donc qui répondait à cette problématique du foncier, mais aussi après comment est-ce qu'on calibre, comment est-ce qu'on définit les attendus de l'équipe municipale sur voilà. Donc on n'était pas allé jusqu'au point de dire on veut de l'habitat coopératif, mais le projet qui s'est présenté d'habitat coopératif finalement l'a emporté. Oui. Voilà, ça allait bien avec vos critères finalement d'ailleurs sur Aéro Logement. D'accord. Okay. Je voudrais juste rajouter quelque chose quand même, parce qu'à Clapier, nous nous sommes fait suivre par un promoteur. Donc ça, pour nous, c'était très important pour la sécurité de notre projet. La deuxième chose, c'est qu'on était en VFA, ce qui nous a permis d'être tranquille du début jusqu'à la fin de la livraison de notre bâtiment. Donc, habitat participatif peut très bien lier habitants et promoteurs. Oui. Oui, madame. Oui. Bonjour, je m'appelle Laure Sautreau, je suis résidente de l'association Isae qui est basée sur le CRES. Donc nous accompagnons des adolescents et des jeunes adultes porteurs de handicap cognitif. Je suis par ailleurs maman d'une jeune fille autiste. Et donc nous avons un projet d'habitat inclusif pour 4 des jeunes que nous accueillons. 4 jeunes qui sont devenus amis et qui ont le souhait de vivre ensemble, donc de partager un habitat inclusif. Nous sommes une toute petite structure avec un petit projet pour 4 personnes et on se heurte à cette difficulté-là. Nous sommes trop petits. Donc je voulais savoir si vous pensiez que ce type de projet était viable, s'il fallait qu'on continue, qu'on s'accroche, qu'on demande, ou s'il fallait viser un plus grand nombre d'habitants forcément pour pouvoir obtenir des réponses et du soutien. Merci. Qui va donner la réponse là on va voir dans le retour d'expérience qu'il y a des expériences avec de jeunes personnes avec des pathologies ou des gens qui ont besoin justement d'être un peu intégrés avec un environnement protecteur. Mais après, statutairement, monsieur moi, je pense que dans notre coopérative, si au départ, il y avait eu des gens qui étaient venus pour nous dire on voudrait faire un habitat inclusif avec 4 colocataires, il y avait de la place pour ça, sans problème. Ça se serait fait. Ça se serait fait, bien sûr. Mais la taille qui convient bien pour les projets, en général, c'est une vingtaine de logements. Oui. Ouais. Donc, peut-être que la solution, c'est de rallier un projet d'habitat coopératif. Là-bas, madame. Oui, bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Joëlle Viel, je représente personne, je suis élue de nulle part, je suis juste chercheuse. Juste, j'avais une question essentiellement pour monsieur de Aéro Logement. Là. Quelles sont, parce que vous nous dites que vous accompagnez, est-ce qu'il y a des contraintes qui sont liées au fait que vous êtes une structure de logement social par rapport à un projet, par exemple, qui serait purement... enfin, moi, je viens de Paris, peut-être comme mon accent l'indique, mais je connais des gens qui ont fait des habitats participatifs privés
Quelles sont les contraintes qui sont liées au fait d'avoir un label, comme vous dites, logement social ? Il y a plusieurs montages possibles. Monsieur l'a dit tout à l'heure, il y a la possibilité de passer sous un format, ce qu'on appelle la vente en état futur d'achèvement, la VFA, et d'acheter à un promoteur un produit fini. Ça, c'est tout à fait possible. Inclure du financement social via une opération montée par un promoteur privé est tout à fait possible. La réglementation le permet. Je pense que nous, la valeur ajoutée d'un opérateur public, c'est d'abord le fait qu'il est très habitué de faire la tournée des financements, parce qu'on a besoin d'argent pour notre activité au quotidien. Donc on a cette habitude et cette confiance des partenaires, les banques, l'ensemble des partenaires de la production qui nous connaissent. Et on a aussi une dimension de conseil. Donc effectivement, si l'équipe qui se constitue est assez mature, peut aller assez vite dans l'élaboration de son projet et sécurisé par le contrat, parce que ce qui est important dans la VFA, c'est de sécuriser le contrat. Si cette équipe est mature et peut sécuriser un contrat juridiquement parlant, financièrement parlant, avec un promoteur, ça peut aller plus vite qu'avec un opérateur public. Nous, je dirais, on vient en soutien lorsque la maturité ou la constitution de l'équipe d'habitat qui souhaite monter n'est pas totalement encore à maturité pour pouvoir passer à une phase de programmation, à une phase de passer une commande, en quelque sorte. Il n'y a pas d'inconvénient à passer avec nous, puisqu'on peut intervenir sur des montages sous divers formats d'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est ce qu'on fait avec la Caminade, de mandat de maîtrise d'ouvrage délégué, qui est une autre formule, ou de vente en état futur d'achèvement, comme ça a été fait lorsque Héro Habitat, à l'époque, a acheté les bâtiments d'Ecovia, qui ont été produits par un autre satellite du département. Donc les montages sont variés. Il n'y a pas d'inconvénient à passer avec un opérateur public. Nous, on va prendre le soin, le care, d'accompagner très en amont. Nous, on souhaite, lorsqu'on travaille sur ces sujets, travailler très en amont l'élaboration du projet pour que le produit final ressemble à ce que les habitants ont dessiné, j'allais dire, quasiment eux-mêmes. Lorsque la maturité de l'équipe est suffisante, le passage par un promoteur qui a un peu d'appétence pour ça, ou en tout cas qui a une appétence bien guidée par la collectivité vers ça, est parfaitement possible et peut être aussi plus rapide. Éric Finet, vous vouliez ajouter quelque chose? Alors, qui n'est pas directement relié à ce qui vient d'être dit. Ah, d'accord. Je reviens un peu sur une question qui a été posée par rapport à l'intégration de personnes handicapées ou en situation de dépendance. Et moi, je rajouterais aussi des personnes en situation de difficulté sociale. Et à ce titre, je voulais souligner l'intérêt du projet que je connais le mieux, encore une fois, Casaleses, qui nous a proposé d'intégrer dans le projet 1 ou 2 logements qui seront dédiés à des publics que nous accompagnons, nous. Et c'est des publics en difficulté. Et donc, il s'agira de mettre en place une formule de location sous location. Alors, je voulais le souligner parce que quand on parle d'inclusion sociale et de volonté de diversité sociale, il ne faut pas que ce soit un vain mot. Là, sûr. Pour le coup, pour moi, c'est une réalité qui est mise en œuvre. Et ça me permet de rebondir sur une autre chose. Il y a le bâti à proprement parler, il y a ensuite le fonctionnement. Et le fonctionnement doit peut-être passer par des collaborations avec des associations spécialisées. Il y a plein de formules pour ça, pour permettre, donc, comme je viens de dire, de la location sous-location. Il faut savoir qu'un sous-locataire du logement de droit commun a des droits et devoirs équivalents à un locataire de droit commun, alors qu'il est sous-locataire. Donc, il y a de toute façon plein de formules à explorer. Il faut évidemment avoir l'opérateur local qui puisse apporter évidemment la solution, mais en déblayant, en essayant de se renseigner, je pense qu'on peut trouver quand même des opérateurs associatifs qui, depuis des années, maintenant, travaillent donc sur ces sujets-là. En tout cas, si ce n'est l'habitat participatif, du moins l'accompagnement de personnes soit en situation de perte d'autonomie, soit en situation de handicap, soit en situation d'insertion sociale. Bien sûr. De difficultés sociales. Avec un panachage, avec quelques appartements réservés à ces situations d'urgence ou d'inclusion importantes. Oui,
Je voulais simplement ajouter qu'effectivement, à la Caminade, nous avons prévu 17 logements et qu'il y en aura un autre, qui est le 18e logement, qui sera réservé aux personnes en situation de difficulté sociale, effectivement, et besoin d'urgence, et qui nous travaillerons avec le CCAS de l'ODEV pour pouvoir offrir cette possibilité de loger. Donc ça, c'est vraiment prévu dans notre projet à la base, en plus de la coopérative, effectivement, qui gérera et qui s'occupera en collaboration avec le CCAS de l'ODEV. Donc une façon de répondre à un besoin social important, en fait. Bien, je voudrais, s'il y a une question encore là. Oui, bonsoir. Xavier Petitjean. Je me pose une question, et la question s'adresse peut-être à monsieur le directeur de Hérault Logement. Si j'ai bien compris, une fois ces projets terminés, il y a un certain nombre des projets sur lesquels vous êtes présent. Il y a donc un certain nombre de logements qui rentrent ensuite dans le parc de logements du bailleur que vous êtes. Donc j'ai compris, on voit bien que pour participer à cette aventure, il faut de l'engagement, il faut, je pense, une certaine philosophie, etc. Et donc je me posais la question de la façon dont vous attribuez ensuite ces logements spécifiques quand même par leur mode de fonctionnement auprès des demandeurs de logements sociaux. Comment vous gérez ensuite ce parc particulier de logements et quel engagement du coup ont les locataires pour participer à la vie de la structure? Il y a plusieurs formules, mais c'est vrai que sur l'exemple de la Caminade, les logements seront les logements de la Caminade. Le travail sur le logement dont a parlé Madame est fait avec les services du CCAS. Et donc la question de l'utilisation de ce logement, financé sous un format logement social, sera gérée localement, j'imagine, entre l'association, entre la coopérative, plus exactement, entre la structure coopérative et les services du CCAS sous l'autorité de Madame le maire. Il y a plusieurs formules possibles. Moi, ce qui me paraît important, parce que vous avez mis le doigt sur quelque chose de très important, il faut faire vivre un projet coopératif, il faut que ça dure dans le temps. Et un locataire qui ne fait que passer, à quel moment est-il impliqué? À quel moment se reconnaît-il dans le projet de vie de la coopérative? Je crois que votre question, elle est extrêmement importante. Aujourd'hui, très honnêtement, je n'ai pas de réponse. C'est pour ça qu'on préfère faire en sorte d'accompagner la coopérative et les collectivités vers une gestion commune. Il faut que ça se résolve localement entre les opérateurs locaux. On peut, à travers la réglementation du logement social, qui est extrêmement complexe, trouver des solutions ad hoc. Ça reste encore un peu expérimental et parfois un peu borderline, il faut le dire. Mais si on ne travaille pas à faire bouger les lignes, on n'y arrivera pas. Mais la question que vous posez, qui est celle de « j'adhère à un projet de vie », en quelque sorte, elle ne peut pas être entendue dans le cadre de la formalisation de l'attribution des logements sociaux. Il faut que ça passe par une médiation locale via la coopérative et les acteurs de la collectivité. Surtout que les nouveaux venus sont présentés aux autres habitants de la coopérative. Il y a besoin d'une adhésion pour intégrer quelqu'un. Donc ça vient complètement éclairer le fait qu'il faut que ça soit la coopérative qui gère l'adhésion du nouveau venu. On essaye plutôt, nous, de développer, là, dans le futur projet, donc j'espère qu'il sortira, de l'accession sociale à la propriété. C'est-à-dire de ne pas travailler sur du logement locatif, social, mais sur du logement en accession sociale, via des produits qui ont des noms barbares, je ne viens pas dessus, mais de l'accession sécurisée à des coûts extrêmement intéressants. Il y a des prix, surtout, pour l'accédant, et ce qui permet d'inclure tout de suite, dès le montage de la coopérative, des personnes avec des ressources plus faibles, mais qui pourront être accompagnées par le bailleur, à ce moment-là, à une accession sociale, à eux de régler après la durée et l'engagement de cette accession avec la coopérative. Mais là aussi, il y a des possibilités. Avec une ligne budgétaire dédiée dès le début. Avec un produit financier, un montage très particulier qui permet d'offrir une accession sociale à des coûts qui divisent par deux, en gros, le prix du logement. Voilà, c'est majeur comme changement. Donc, Jean-Louis Bascoul, vous vouliez réagir à cette... Je ne parlerai pas de financement. C'est pas du tout dans mes cordes, mais par contre, je m'interroge sur la démarche collective. Comment ce groupe-là va continuer, va vivre, va se développer, va dans le temps? Parce que les individualités vont s'affronter
Et ça, j'aimerais voir comment tout cela C'est l'expérience qui va dire ça. Oui, parce que ça me paraît être un petit peu à contre-courant de l'ambiance sociale actuelle, qui est l'individu, l'individualité, et que là, il y a j'allais dire, un enjeu qui me paraît extrêmement intéressant. Il y a aussi une demande de sens dans les jeunes générations, donc c'est quelque chose qui peut... C'est là où, effectivement, les maisons écoées sont vraiment imprégnées de l'esprit du Care. Donc il ne s'agit pas simplement de vivre les uns à côté des autres, mais de se rencontrer, de se préoccuper de l'autre, de se préoccuper, de prendre en charge. C'est collectivement que nous devons être ensemble et vivre ensemble. C'est une communauté tout en étant chacun chez soi. Bien sûr, chacun chez soi, parce qu'on a besoin d'un moment de retrait, de ressourcement, de vivre son intimité aussi familiale ou de couple ou de solitude. Enfin, je veux dire d'être seul, mais je veux dire on a besoin d'être effectivement. Mais je veux dire il y aura effectivement des espaces partagés dans nos coopératives, des espaces particuliers, privatifs, mais des espaces aussi, des privatifs qui ne nous appartiennent pas. Ça, j'insiste là-dessus, puisque c'est une propriété collective. Et donc les espaces communs que nous partagerons. Et tout ça, je ne peux pas vous dire, Monsieur Bascoul, déjà maintenant comment ça va se passer, parce que déjà nous devons accéder à nos logements et à notre coopérative. Et tout ça, ça va se faire avec confiance. Je crois que vu les 6 années et demie que nous avons passées à préparer ce projet et à avancer et sans s'arrêter, je pense que ça me donne confiance quand même dans toutes les étapes futures qui vont se présenter. Le temps court, on va laisser la parole à Florence Brault pour justement son intervention de... Oui, alors bon, évidemment, je ne peux pas préjuger de la façon dont vont évoluer les groupes, mais ce que je voulais dire, c'est que, enfin, en tant que maire pour la société, ce que ça représente par rapport à la société, ce type d'engagement et de logement, je trouve que c'est très important, à la fois en termes d'inclusivité. Sur celui que nous avons à Prades, nous avons quand même 9 logements sociaux, dont 2 très sociaux, vous en avez parlé monsieur, et également une chambre qui est dédiée au logement d'urgence. Ça, c'est important de le dire ça, aussi. On ne l'a pas vraiment précisé. Nous avons déjà 2 logements d'urgence communaux. Ça nous en aurons un 3e, et ça va vraiment dans le sens de nos objectifs. Et cette inclusivité, mais à la fois cette ouverture aussi, cette insertion dans la vie de la commune que peut apporter un collectif d'un habitat participatif qui veut aussi avoir un rôle dans le quartier, d'animation du quartier. C'est très important, notamment dans des communes périurbaines qui grossissent, où on sait que le risque aussi est de devenir une commune dortoir. Voilà, donc évidemment on ne sait pas comment ça va évoluer, mais en tout cas le message déjà, la symbolique et ce que ces habitants peuvent apporter, à un instant T, est toujours bon à prendre et ne peut être que positif. Merci beaucoup. On va clôturer cette table ronde. On voit bien que c'est un débat qui passionne tout le monde, qui peut continuer. C'est d'un très bon augure qu'il y ait beaucoup d'élus et sur le plateau et dans la salle, parce qu'on voit que ça correspond vraiment à une tendance pour rendre justement... la vie dans notre société un peu meilleure. Merci à chacun et merci à tout le monde. Nous allons, lors de ce débat sur l'habitat coopératif et la réponse qu'il apporte à la vulnérabilité ou à l'inclusivité, nous allons pouvoir avoir des retours d'expérience à différents niveaux pour que chacun puisse situer comment s'inscrit dans le quotidien toutes les actions, projets et besoins qui ont été exprimés dans une table ronde précédente avec des décideurs, des maires ou des porteurs de projets également, où on a vu le côté social et politique au sens large, politique de la ville. Et donc aujourd'hui, sur cette table ronde-là, nous allons voir un peu comment les expériences se déclinent et comment s'inscrit dans le quotidien de chacun cet habitat coopératif et ce que ça vous a apporté. Alors nous sommes nombreux sur le plateau et c'est une bonne chose, donc je vous demanderai d'être concis chacun pour que la parole puisse tourner. Et je voudrais dire que cette table ronde est organisée par les maisons Ecoé
et que vous allez retrouver les débats sur notre site internet ou sur notre antenne de Radio Aviva qui s'écoute à présent à Montpellier, Nîmes et Perpignan. Donc, je vais présenter donc les personnes qui sont sur notre plateau. Alors, je n'irai pas dans le bon sens, mais c'est pas grave. On a le Gaëlle Lévesque, qui est maire de Lodève et conseillère départementale. Elle représente ici Kléber Mesquida. Bruno Chichignou, qui est président d'Éco-Habiton 34 et futur habitant de Casales, sur la commune de Prades. Donc, c'est une coopérative d'habitants qui est en train de se fonder. On a les deux projets, avec les deux porteurs de projets ou porteuses de projets, Nafarida Goulam-Mougaïdine et Mylène Sadje, Enfin, Jacques Brissot, qui est coopérateur de la coopérative d'habitants La Caminade à Lodève, avec les maisons Écoé, justement. Frédéric Joson, qui représente et qui a fondé la société coopérative HabFab, ressources pour l'habitat participatif en région Occitanie. Alors, vous êtes habitant d'un habitat participatif Moscobado à Montpellier et vous allez pouvoir nous donner un peu ce retour d'expérience. C'est tout à fait intéressant. Et enfin, Laure Gouja et Ariane Lager nous porteront aussi leurs témoignages. Elles sont à ma droite, que je ne les cherche pas au mauvais endroit. Donc, je voudrais commencer justement cette table ronde sur un retour d'expérience et Monsieur Brissot qui nous a rejoint. Désolé, vous étiez prévu auparavant, donc je vous ai oublié. Je vous prie de m'en excuser. Donc, Monsieur David, qui est président d'une association, les Romarins, qui gère l'EHPAD de Clapier avec un projet sur le terrain de l'EHPAD, hein, c'est ça ? Donc, merci de nous avoir rejoints. Ça va être intéressant de voir, justement, on parlait tout à l'heure de foncier. Ça va être intéressant de voir comment les terrains existants pour un EHPAD peuvent susciter un projet et provoquer un projet d'habitat coopératif. Alors, je voudrais commencer par les porteuses de projets. Alors, Nafarida Goulam-Mougaïdine, est-ce que vous pouvez nous dire comment ce projet cogénération est né sur la commune de Saint-Mathieu-de-Trévien? Oui, bonsoir. Moi, je suis infirmière puéricultrice depuis quelques années. Et l'idée est effectivement de pouvoir créer une micro-crèche, donc à taille humaine, avec de l'intergénérationnel. Et donc l'idée était partie de pouvoir créer une micro-crèche. Donc elle sera effectivement la première micro-crèche coopérative de l'Occitanie. Donc c'est quand même, on va dire, un projet une grande innovant. première. Oui, il existe des micro-crèches coopératives en France, mais voilà, on sera sûrement la première en Occitanie. Avec une particularité, c'est-à-dire que nous allons, dans cette micro-crèche, accueillir 4 places sur les 12 pour des enfants différents, donc des places dites solidaires. Donc des enfants qui seront des enfants différents donc, par rapport porteurs de handicap, mais surtout aussi des enfants accueillis chez des assistants familiaux et des enfants dont les parents sont dans des parcours professionnels, d'insertion professionnelle. Voilà, donc ça sera 4 places réservées en lien avec l'intergénérationnel. Donc effectivement, c'est pour ça que la phrase à retenir ce soir, c'est « il faut tout un village pour élever un enfant ». Et c'est de là qu'est partie cette idée de pouvoir allier l'habitat participatif, puisque si écogénération pourra voir le jour un jour, puisqu'on n'est vraiment que sur, on va dire, sur un projet, même s'il a beaucoup avancé, c'est justement de pouvoir intégrer sur les logements, d'une vingtaine de logements, un tiers de personnes seniors. Donc c'est la force de notre projet. Donc c'est important. Je voudrais demander à Mylène Sadje si elle veut justement ajouter quelque chose à cette présentation. Nafa a quand même bien résumé oui. le projet.
On ajoute à la microcrèche, donc elle est inclusive, elle est, je fais comme si elle existait déjà, mais elle est inclusive avec l'accueil d'enfants avec des besoins spécifiques ou des familles avec des besoins spécifiques. Elle aura un fonctionnement écologique et des activités intergénérationnelles, mais de façon vraiment régulière. Et en fait, la microcrèche, l'idée, c'est qu'elle soit vraiment intégrée, en tout cas sur le même terrain que l'habitat participatif écogénération. Et donc, du coup, créer du lien avec les habitants. C'est un projet qui ouvrirait dans combien de temps? C'est une question qui vous tend. C'est une question cruelle. Hein. C'est ça. On en revient au problème du foncier. Ah ouais. Les mairies sont-elles intéressées aujourd'hui? Donc vous êtes le petit noyau qui essayait de bâtir quelque chose et de trouver un terrain. Exactement. C'est bien ça. Mais qui commence à être un bon gros noyau quand même. Hein, avec, il y a déjà une coopérative d'habitants seniors. Il y a déjà une coopérative d'habitants non seniors, enfin habitants de tout bord et de voilà. Donc bientôt la microcrèche. Et bientôt la microcrèche. En tous les cas, je vous le souhaite totalement. Alors, justement, pour ces coopératives, il y a un côté d'organisation, un côté financier aussi. J'aimerais que Jacques Brissot nous dise, pour la caminade, là, avec les maisons Ecoé à l'ODEV, ce que vous apportez. Vous avez un métier qui vous permet d'aider à un autre niveau. C'est mal parti, ça. Non, c'est pas mal parti, mais c'est une grande réflexion, je veux dire. C'est vrai que moi, dans la coopérative La Caminade, je suis le doyen. Il y a une doyenne aussi qui est un peu plus qu'à quelques mois, qui me dépasse de quelques mois encore sur cette chose de l'âge. Et qu'est-ce qu'on apporte? C'est derrière votre question, c'est qu'est-ce que les vieux apportent à ce genre de projet. Je pensais plus à votre métier qu'à votre âge, hein, pour être honnête. Hein. Donc là, vous êtes conflit d'intention, procès d'intention en flagrant délit, là. Oui, peut-être que c'est parce que je suis à la retraite, alors je ne sais pas ce que les retraités apportent tellement. Hein. C'est vrai que j'ai été avocat dans le temps, mais voilà. D'ailleurs, c'est intéressant. Je pensais plutôt à ça, c'est pour être honnête. C'est intéressant parce que, vous savez, je ne sais pas s'il y en a certains qui sont retraités parmi vous, mais on dit toujours les retraités, dès qu'on est à la retraite, on perd toute compétence très rapidement. Et c'est vrai, parce que les choses vont si rapidement qu'effectivement, on n'est plus dans le coup très rapidement. Mais moi, je me suis retrouvé depuis 5 ou 6 ans à travailler pour La Caminade, mais c'est plus un métier d'avocat du tout, c'est plus des questions d'avocat du tout, c'est des questions de promotion immobilière finalement, parce que nous on est en autopromotion dans le cadre de La Caminade, donc en fait on a toute la responsabilité au moins, bien sûr avec beaucoup d'aide, des relogements, de nombreux partenaires, bien entendu, mais on a la responsabilité, donc on est collectivement promoteur. Bien sûr. Mais promoteur, moi, j'ai jamais été promoteur et personne n'a jamais été promoteur. Ce qui veut dire qu'en fait, et ça c'est très intéressant, c'est que on est amené dans ce type de projet en fait à toucher à des choses qu'on ne connaissait absolument pas. Donc on continue à apprendre, on continue à développer des projets. On dit toujours on monte en compétences les uns et les autres, c'est ce qu'on fait. Et les compétences sont extrêmement diverses parce qu'un projet comme la Caminade, ça touche à des tas de choses. Hein. Ça touche bien sûr à toutes les questions d'architecture. Moi, j'avais absolument aucune. Par contre, il y a un certain nombre de personnes qui sont dans la salle qui avaient beaucoup d'expérience, et heureusement, mais forcément parce que le projet est collectif, toutes ces questions d'architecture, on va les débattre entre nous, on va prendre les décisions entre nous dans ce qu'on appelle les assemblées de coopérateurs, les assemblées plénières. Donc, ne serait-ce que d'être obligé de comprendre et ensuite de décider, parce qu'une coopérative, c'est une personne, une voix. C'est ça. C'est-à-dire que dans toute décision, qu'on soit vieux, qu'on soit jeune, chacun qu'on soit compétent, compte. qu'on soit pas compétent, de toute façon, il faut participer à la décision, donc il faut donner son avis. Alors, donc, Jacques Brissot, vous évoquez le fait que vous êtes à la retraite. Très souvent, les gens à la retraite ont peur de s'isoler, ont peur de justement perdre un peu le fil des évolutions, etc. Ce type d'habitat qui maintient un projet collectif, des échanges comme ça, est-ce que c'est quelque chose de rassurant aussi quand on prend sa retraite, de dire je rentre dans un projet où je vais être stimulé constamment?
Parce qu'il y a plusieurs générations, parce qu'on va me confier quelque chose, parce que justement je vais apprendre quelque chose. Je crois que c'est beaucoup plus que rassurant. C'est beaucoup plus que rassurant parce que moi, si j'ai commencé à rentrer dans ce projet avec mon épouse Catherine qui était sur la scène tout à l'heure, il y a quand même déjà 6, 7, 8 ans. Ouais. Et je me souviens donc j'avais déjà un certain âge, hein, qui était l'âge de la retraite d'ailleurs. Hein. Oui. Donc quand je suis arrivé dans ce projet, alors bien sûr, c'était en tant que personne âgée, hein, disons vieux, disons senior, c'est plus gentil. Hein, les vieux maintenant, c'est pas trop. Mais quand on a cet âge-là, qu'on entre dans ce projet, forcément, il y a la question du troisième âge. C'est-à-dire, je vais vivre dans ce projet mon dernier âge. Et alors là, il y a toute la peur et la question qu'on a autour des EHPAD actuellement, qui est de dire, mais voilà, je vais me retrouver dans un endroit totalement déresponsabilisé, avec des gens handicapés. Et je me souviens que quand j'ai fait ce choix-là, je n'ai absolument pas eu cette motivation-là en jeu. J'avais une autre motivation qui était très importante pour moi, qui le reste, et qui, je pense... Alors là, vous parlez de vitalité, vous parlez de... J'ai pas trop de doutes. Hein. Voilà. Je sens que je vais avoir du mal à vous arrêter, mais bon, voilà, c'est pas grave. Mais je veux hein. dire, c'est une chose qui est pour moi très importante, qui est de dire, je rentre dans une nouvelle époque de ma vie qui est totalement nouvelle, qui est un pas en avant par rapport à et pas du tout un pas en arrière. C'est magnifique. C'est complètement... C'est un vrai cadeau. C'est magnifique. Alors, je voudrais justement qu'un autre porteur de projet, Bruno Chichignou, président des Cohabitants 34, nous donne une expérience là sur Casales. En fait, j'avais plutôt l'intention de parler de la place de Écohabitants, parce que Casales, d'autres en ont déjà tellement bien parlé que je peux en faire un peu l'impasse. Je commencerai d'ailleurs par remercier Maison Écoé d'avoir organisé cette soirée, parce que ce soir, ce que l'on fait, c'est pas juste entendre un récit d'une expérience ou de deux expériences, c'est aussi se donner les clés pour démultiplier, pour convaincre, pour faire en sorte que ce mode d'habitat puisse se développer. Et c'est ça qui nous est offert ce soir. Alors du coup, je ne voulais pas oublier quand même de vous donner... Si ce soir ça vous a plu, notez dans votre agenda le 10 juin où dans le quartier de la Mosson, vous entendez, dans le quartier de la Mosson, nous allons réunir tous les groupes d'habitat participatif pour un pique-nique, pour un échange, et on va prolonger tout cela. Et on va essayer de convaincre des élus. Moi, je pense que c'est important qu'il y ait des élus qui viennent soutenir, qui eux-mêmes témoignent de la façon dont ils ont pu accompagner ces projets. Alors, j'avais juste envie de dire que le thème de la soirée, c'est autour de la question de vulnérabilité et inclusivité. Oui. En fait, moi, je me souviens quand j'avais travaillé dans une expérience européenne sur les questions d'intégration et de handicap, on avait fini par se qualifier d'acteurs de non-exclusion. Alors, c'est pas pour compliquer la terminologie, c'est quand même pour se dire que ce qu'on est en train de faire, c'est de réparer des erreurs. C'est juste normal. C'est juste normal. C'est-à-dire, se posons-nous la question de qu'est-ce qui fait que certains sont exclus de l'habitat, d'un habitat de qualité, de certains quartiers, de certaines communes, même parfois. Et comment on peut faire en sorte pour que ce facteur d'exclusion soit, nous soyons plutôt acteurs de non-exclusion. Et puis, ça, c'est quand même assez important. Et quant à la vulnérabilité, alors je retiens volontiers la définition que M. Bascoul en donnait tout à l'heure. Finalement, on est tous vulnérables. Et peut-être quand on s'engage dans un projet comme celui-ci, sans se faire peur, parfois pour des raisons extrêmement dynamiques, mais aussi pour se dire qu'on se fabrique un avenir avec, quelque part, une assurance vie, en fait. On va fabriquer avec nos voisins un cadre qui va nous permettre, quand nous-mêmes nous allons être en fragilité, quand nous-mêmes nous allons avoir le moral en baisse, quand nous-mêmes peut-être nous allons rencontrer des accidents de vie, de pouvoir s'en tirer. Et parfois c'est pas des accidents de vie très graves, ça peut être des grands ados qui quittent la maison, on se sent un peu triste, mais c'est la vie et c'est normal, voilà. Donc c'est un peu tout ça qui est en jeu à travers tout ça. Donc peut-être se poser la question, et c'était intéressant d'avoir ce thème pour la soirée pour là-dessus. Donc on prépare avec nos futurs voisins un avenir pour nous-mêmes, mais un avenir aussi solidaire. D'ailleurs, cette question de solidarité, elle est même à questionner. Moi, j'ai envie de dire, ce qu'on fait, c'est normalement extrêmement banal. On partage ce qu'on peut partager. Oui, mais c'est fait.
On n'a pas besoin d'avoir tous des bagnoles. Des fois, je plaisante en disant, on n'a pas tous besoin d'avoir un four à raclette chez soi, c'est débile, etc. Enfin, c'est un exemple dérisoire volontairement. Hein. Voilà, on fait des choses extrêmement banales au quotidien, et en se disant aussi, pour aller chercher dans la sagesse africaine que moi j'aime beaucoup, de se dire que si chacun s'occupe de son jardin, alors la planète ira mieux, et aussi comment je peux être heureux si mon voisin est en difficulté et malheureux. Donc ce bonheur à partager, à construire patiemment avec les événements parfois tristes de la vie et ce qui est derrière tout cela. Alors la question d'écologie, de sauvegarder la planète, de avoir cette démarche comme ça citoyenne au niveau de chacun, c'est important dans votre association. Oui, parfois on dit que c'est difficile à comprendre ce que c'est l'habitat participatif parce qu'ils sont tous différents, mais c'est ça leur richesse, Monsieur Dupont l'a dit tout à l'heure, et c'est effectivement, ils sont tous différents. Mais il y a quelques constantes, et la question d'écologie, c'est qu'on se réunit pas pour construire un projet qui est une grosse aventure, hein, et qui va demander du temps, de l'énergie pour se faire des passoires thermiques. Ça, c'est pas... Ça n'existe pas, des habitats participatifs qui n'ont pas ce souci d'une écologie, d'une sobriété. Plutôt que d'avoir la plus grosse clôture, piscine ou maison que son voisin, on va essayer d'apprendre ensemble à se dire finalement qu'est-ce qui fait le sens de la vie, de quoi j'ai vraiment besoin quand j'habite. Et donc il y a une espèce d'école de la sobriété qui est assez intéressante, de retrouver des plaisirs simples, de retrouver pour nos enfants aussi. Donc c'est tout ça qui est en jeu, et l'écologie est toujours présente dans les projets. Et il y a une espèce évidemment d'émulation du quotidien où celui qui sait jardiner, il va un peu entraîner les autres, celui qui sait bricoler va jardiner, celui qui sait réparer les vélos va rendre un service à tout le monde, etc., etc. Donc c'est cette simplicité, cette évidence du quotidien où ensemble on peut se construire un autre avenir. J'ai envie de dire aussi une autre constante, ça a été dit d'une autre façon, mais c'est que finalement les projets que nous construisons, alors qu'ils soient déjà construits, qu'on les rejoigne ou qu'on les fasse évoluer, parce que tous les projets abordent ce qu'on appelle dans un jargon la maîtrise d'usage, c'est-à-dire qu'on va essayer de regarder comment on vit ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire évoluer, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Des fois on change les donnes, hein. Certains groupes ont ça comme projet. On va essayer de réfléchir à un autre fonctionnement, et tout ça c'est une réflexion qui fait qu'à mon avis nos projets sont aussi des grandes entreprises d'éducation populaire, au sens d'où le peuple enseigne au peuple. Finalement, Marie-Odile l'a dit tout à l'heure, dans chacun des groupes, c'est pour ça que les tailles sont intéressantes. Il faut pas non plus... il y a une taille intéressante pour faire en sorte que chacun puisse apporter quelque chose. Merci Bruno Chéchignou. Alors je voudrais qu'on passe, pour ne pas... Le temps court, je voudrais qu'on ait maintenant... On a parlé d'inclusivité, etc. J'aimerais qu'on prenne les témoignages, hein, donc de Laure Gouja et d'abord... Et ensuite, Ariane Lager. Alors oui, moi je m'appelle Laure Gouja, j'ai 36 ans et donc je suis la dernière coopératrice agréée à la Caminade en décembre. Et donc en fait, je suis porteuse d'une maladie génétique qui s'appelle le syndrome d'Ehlers-Danlos. Vous le voyez là un peu ici, j'ai pas mal de douleurs. Et en fait, moi quand j'ai découvert la Caminade, c'était septembre 2021, donc 1 an et demi. Il y avait, je ne sais pas si vous connaissez, la fête des possibles, qui ouvre souvent les portes des habitats participatifs. Et donc j'étais un peu pour voir comme ça, mais pas dans l'idée d'habiter à la Caminade du tout, initialement. Et quand j'ai entendu parler de maison écoée et de se dire, de parler vraiment d'inclusivité, ce que j'ai aimé, c'est qu'on parle à tous les âges de la vie, parce que souvent, on pense aux seniors, on se dit, il faut accompagner la vieillesse, mais aussi accompagner le handicap. Et c'est vrai que moi, à la Caminade, je retrouve vraiment ça, parfois dans des petits trucs. La dernière fois, j'avais très mal au dos. Il y avait 3 personnes de 70 ans dans la voiture. C'est moi qu'on a mise devant. Parce que on m'a dit, non, Laure, passe devant, tu te sentiras mieux. Voilà, des petites choses. Des petits gestes du quotidien. Mais vraiment, des petites ça fait chaud au cœur, bien sûr. Qui peuvent paraître anecdotiques. Moi, j'habite à Montpellier. J'habite pas encore à l'Odève. Et j'ai toujours... Si c'est pas parce qu'il y a déjà une maison en fait à la Caminade qui sera notre future maison commune, mais il n'y a pas forcément assez de chambres pour loger des fois des gens qui viennent de loin. Donc j'ai toujours une famille d'accueil, on va dire, qui me réserve maintenant. J'ai même un petit carton avec mes draps où je sais que j'aurai un bon lit quand j'ai mal au dos et où je vais être choyée. Un bel exemple. Alors votre voisine, j'aimerais bien que vous nous donniez aussi votre témoignage.
Alors moi, mon témoignage, donc j'ai intégré, je suis coopératrice à l'ODEV et je suis arrivée avec dans mes valises 2 enfants en bas âge. Et alors là, quand on travaille à plein temps et que voilà, on a 2 enfants à gérer, on n'est pas encore habitant et habitante sur les lieux. Et déjà, il y a une solidarité entre nous très forte où ben moi, voilà, s'il vous plaît, j'ai besoin de 2 heures de garde. Et ben il y a toujours quelqu'un qui peut. Et en contrepartie, j'ai un petit déménagement à faire, j'ai besoin de monter un meuble, et ben on y va. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de comment est-ce qu'on va faire sur le long terme. On travaille vraiment tous ensemble à prendre soin du groupe. Et il y a aussi une chose à laquelle on n'a pas du tout parlé, c'est le fait d'intégrer des nouvelles personnes, des nouvelles familles. Ouais. C'est un processus qui est long, en tout cas dans notre collectif. On fait attention à prendre le temps d'intégrer ces nouvelles personnes, de les découvrir, qu'elles nous découvrent, parce que ben voilà, on est un groupe et c'est pas facile. Ça va de soi. Mais et la dernière chose aussi que je voulais dire, on en a un petit peu parlé mais pas assez, c'est que moi en tant que famille et plutôt jeune, du coup, hein, Jacques, j'ai eu la chance d'intégrer la Caminade avec peu d'argent à mettre sur la table. Certaines personnes ont mis beaucoup de sous, ce qui nous a permis, en tout cas à moi, d'intégrer un collectif et d'avoir accès à un appartement de 80 mètres carrés, un grand jardin, des poules, une salle de bricole, des voitures partagées, une grande buanderie que j'aurais jamais eu moi toute seule avec mes 2 enfants. C'est un très beau témoignage, très concret. Merci. Je voudrais maintenant que Vicky et nous fassent aussi un retour, nous donne un témoignage. Vicky. Bonjour. Donc, je suis la maman de Achille qui a une légère déficience intellectuelle. Voilà. À côté de ça, il a acquis beaucoup d'autonomie, mais il a toujours gardé, du fait d'un retard de langage dû à cette difficulté, il a toujours des difficultés de communication. Il a besoin d'être rassuré. Et oui, il a besoin de se sentir en confiance pour vraiment s'épanouir et c'est ce qui m'a donné l'idée dans le cadre de la coopérative de Clapier. Il y avait un environnement bienveillant de tous les habitants et j'ai pensé que Achille pouvait avoir une vie sociale à l'intérieur de cet habitat, ce qui lui manquait quand même beaucoup. Alors, est-ce que c'est réussi est-ce qu'il s'intègre dans les activités? Oui. Alors, je peux donner quelques petits exemples. Rapidement, si vous le voulez bien, parce que l'heure tourne. Rapidement, donc, il participe à toutes les plénières 1 fois par mois. Oui. Et les uns et les autres remarquent qu'il a plus de facilité d'attention, d'améliorer ses possibilités, ses capacités d'attention. Il a tissé des liens privilégiés avec quelques-uns des habitants. Et là, avec eux, ils partagent des sorties, certaines activités, au moment de la Coupe du Monde de football, aller chez l'un et chez l'autre pour regarder le match, faire une soirée pizza, enfin des choses comme ça. Donc lui, il est en confiance et vous êtes rassurée. Tout à fait. Comme maman. C'est ce qui lui manquait encore. Il avait réussi à passer son permis de conduire. Il a été intégré à l'ESAT de Castelnau-le-Lez dans l'équipe de cuisine. Il a acquis pas mal d'autonomie, mais il restait quand même dans sa bulle. Une fois sorti de l'ESAT, il rentrait à la maison. Justement, j'aimerais savoir si Achille participe aux tâches communes, aux projets communs. Alors oui, dans la mesure. Alors il faut que ce soit des projets concrets.
Bien sûr. Parce que bon, il n'a pas la capacité d'entrer dans des discussions un petit peu. S'il y a une opération sur les parties communes de nettoyage, par exemple. Justement, récemment, il y a eu une opération de ménage de printemps, de grand ménage de printemps dans toutes les parties communes de l'immeuble, et il a adhéré complètement à cette journée et il a participé avec beaucoup de plaisir à cette activité-là. Alors là, je remonte un peu en arrière, mais au moment du déménagement de tout le monde, enfin pour intégrer progressivement l'Equinox, donc il a beaucoup, il a toujours été volontaire pour aider les déménagements, etc. Voilà, donc ça lui donne beaucoup d'ouverture. Et puis, ce à quoi je suis très sensible, c'est que parfois les habitants lui réexpliquent ce qui s'est dit en réunion, par exemple, ou en grand comité, avec des mots simples. Bien sûr. Vraiment, c'est une façon aussi de le faire participer, de l'intégrer, de faire participer, sachant que quand même, ça demande un effort aux habitants, et je leur en suis très reconnaissante parce qu'il faut qu'ils se rendent disponibles pour ça quand ça arrive, et il faut qu'ils se mettent aussi à la portée d'Achille pour qu'ils puissent vraiment s'intégrer et participer. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage, c'est magnifique. Et du coup, je voudrais donner le mot de la fin à Gaëlle Lévesque, qui est maire de Lodève, conseillère départementale, et je voudrais que vous nous disiez un peu... pardon, monsieur, excusez-moi, décidément, je vous en veux. Prenez le micro, c'est parce il y a d'un qui ont été un peu long. Donc, allez-y, je vous écoute. Quelle expérience vous avez sur Montpellier après avoir eu quelques temps de vie comme ça en coopérative? Alors, du coup, moi, je peux faire deux retours d'expérience. Un retour d'expérience qui est lié à mon activité professionnelle, puisque j'exerce l'activité d'accompagnateur de projet au sein de deux sociétés coopératives qui sont la FAB et la coopérative Oasis. Oui. Et donc, j'ai le plaisir d'intervenir auprès de projets qui sont à la fois sur la région Occitanie et même au niveau national. Donc, j'accompagne tous ces projets-là et quand je regarde tous les témoignages que cette soirée apporte et tous ces habitants et tous ces rêves qu'il y a à travers les projets d'habitat participatif et coopératif, je me dis que je sais pourquoi je me lève le matin, pour faire sortir tous ces projets-là, parce que voilà, ça donne quand même, ça me met la chair de poule et voilà, et merci d'avoir tous ces retours. Après, en termes de retour d'expérience, du coup, le fait à la fois d'accompagner des projets et d'habiter un projet d'habitat participatif à Montpellier depuis 6 ans, j'ai du coup les deux points de vue. Et donc, dans le projet dans lequel j'habite, qui est Mascobado à Montpellier, effectivement, là, il y a... On l'a vu, tout ce qui est solidarité, bienveillance, etc. Et effectivement, ce sont des valeurs qui sont exercées au quotidien, oui, avec bien sûr un logement qui est réservé pour une personne en difficulté et que nous accueillons aujourd'hui. C'est une personne qui est dans un ESAT et qui s'est très très bien intégrée, qui participe à nos réunions et qui est une habitante parmi tous les autres. Dans cet habitat-là, il y a aussi bien sûr des logements qui sont différents, liés à la mixité aussi sociale, puisqu'on a du logement locatif social, et puis de l'accession sociale, et puis de l'accession libre. Donc on a vraiment tout type de personnes, de différents âges et de différents milieux qui sont là. Et ça, c'est très très intéressant d'avoir toute cette mixité au sein d'une seule opération, et non pas avoir ce que fait la promotion immobilière classique, avec un bâtiment de locataire, un bâtiment de propriétaire. Et là, du coup, on crée de la ségrégation, on crée de la différence. Alors que quand tout le monde est mélangé ensemble, mais là on a de la solidarité qui se crée, on a du contact qui se crée. Et en fait, c'est pas parce qu'on est locataire ou propriétaire qu'on est différent. En fait, on aime tous habiter. Vous avez 12 ans d'expérience, donc quelqu'un s'inquiétait de la pérennité, de la démarche et des relations. En 2 minutes 30. En 2 minutes 30. Alors, pour tout ce qui est pérennité de ces projets-là, effectivement, moi, ça fait 12 ans que je fais ce métier, donc j'ai eu l'occasion de voir beaucoup de projets, mais pas forcément les projets de ces 10 dernières années. J'ai aussi eu l'occasion de rencontrer des projets qui sont beaucoup plus vieux, parce qu'en fait, l'habitat participatif a commencé, notamment en France, parce que dans les pays voisins, comme en Suisse, en Allemagne, c'est encore plus vieux, mais en France, ça a commencé dans les années 80. Et il y a des projets qui sont emblématiques de ces années-là. Je pense à la fonderie à Vanves, je pense au hameau de Manchepomme à Toulouse, enfin Ramonville. Je pense
petit peu plus récent quand même, l'avoir du Buisson Saint-Louis. Enfin bref, il y a plein de projets qui datent de ces années-là, et on voit aujourd'hui que ça fonctionne bien, que ça crée du voisinage complètement bienveillant, solidaire, et que ce sont des projets qui continuent à fonctionner. Donc oui, à partir du moment où les personnes choisissent cette vie-là, choisissent de vivre ensemble, choisissent leur mode de vie, leur espace commun et leur façon de vivre ensemble, oui, ça marche, et oui, c'est pour du long terme, et franchement, ça fait des projets qui sont absolument merveilleux. Merci, Frédéric Joson, c'était très important d'avoir ce retour, et je vous prie de m'excuser pour le saut de puce que j'ai fait, parce qu'on m'a indiqué qu'il fallait finir. Alors, je voudrais que notre édile puisse finir, là, dire un peu, quand vous entendez tous ces retours... Monsieur David. Vous voulez ajouter quelque chose? Dites-moi. Alors attendez, non, vous avez votre micro. Monsieur Davy. Oui, non, mais... Monsieur Davy, pour les romarins. Excusez-moi d'intervenir, donc je voudrais excuser mon retard. J'étais en train de plaider un habitat partagé à Vianne, dans la Montagne Noire, et c'est une deuxième expérience. Donc c'est une vraie raison, une bonne raison pour avoir sauté la première table ronde et être arrivé sur la deuxième. Bravo. Nous recevions la Maison de l'Autonomie du 81 et la communauté de communes de la Cône pour cet habitat, dont le mot d'ordre de l'association, c'est vivre chez soi sans être seul. Et je trouve que le mot d'ordre est magnifique. Très beau. Ouais. Encore un grand merci à Madame Lamoureux, qui nous a toujours accueillis dans notre projet avec beaucoup de bienveillance. Merci beaucoup. Merci au département de nous accueillir ici. Je préside donc une association qui s'appelle Association pour une vieillesse heureuse, qui porte la maison de retraite du Romarin. Oui. Et nous tenons beaucoup à l'aide du département et de l'ARS pour pouvoir fonctionner. Malheureusement, actuellement, c'est très difficile. Toutes les maisons de retraite ont subi le drame du Covid avec la fermeture des maisons de retraite qu'on a tous vécu. Et le projet que l'on porte, mais sur lequel j'avais porté l'attention du conseil d'administration depuis une dizaine d'années, c'est l'habitat intermédiaire. Les personnes âgées qui ne peuvent plus rester chez elles pour des questions de sécurité ou qui ne veulent plus rester chez elles parce qu'elles sont seules, souvent à l'occasion d'un veuvage, et qui souhaitent vivre ensemble dans une petite communauté. Oui. Vous savez que les résidences-services posent de vrais problèmes commerciaux que nous n'allons pas évoquer ce soir, et nous avions la chance au Romarin de bénéficier d'un foncier important. Donc nous avons monté le projet qui s'appelle la Canopée, avec 9 logements de 50 mètres carrés. Et à Clapier, voilà. Sur les hauteurs de la maison de retraite, mais en bénéficiant de la sécurité de la maison de retraite. Par contre, notre cible, c'est vraiment l'habitat intermédiaire, donc ce sont des locations, c'est inclusif, c'est partagé, mais ce n'est pas coopératif, puisqu'on est sur un régime de location. Ouais, okay. Et le petit projet de la Montagne Noire, on a résolu le foncier, alors là, par je dirais, la déshérence de ces petits bourgs. On a été alerté par la vente de l'ancien hôtel du village, qui s'appelait l'hôtel de la Poste, mais ce n'était pas la Poste PTT, c'était l'ancienne Poste. Et l'hôtel, on a pu acheter 3 fois 80 mètres carrés, puisqu'il y a 3 niveaux, il y a 8 chambres, pour 65 000 €. Et donc, c'est une façon de résoudre aussi le foncier et ensuite de travailler... En transformant. Donc, je suis très enthousiaste sur l'énergie qui a été développée et par mon conseil d'administration, mais aussi par l'association des Préverts que je connaissais, puisque nous avons une maison de secondaire dans le Tarn. Et je dois dire que beaucoup de choses qui ont été dites ce soir, je les partage. Chaque projet est individuel, c'est chaque fois un défi. Et vraiment, merci beaucoup d'avoir organisé cette réunion et d'avoir mis ce mélange d'expériences. Merci à Maison Ecoé, effectivement. Et vous montrez bien les possibilités de synergie pour trouver du foncier, pour monter d'autres types de projets qui viennent en complément du coopératif. Voilà, mais on a vraiment besoin d'une écoute de toutes les institutions, puisque chaque institution a un peu ses règles. On a besoin que les institutions puissent garantir les emprunts bancaires,
J'ai Oui. entendu avec plaisir que la Caisse d'épargne s'était spécialisée dans ce type de projet. Et il faut que ces projets, qui sont l'occasion de rapports depuis plus de 10 ans de la part du ministère, se concrétisent. Et il faut que chaque expérience serve à l'expérience du prochain. C'est un bon programme, effectivement, pour toucher les parlementaires, les élus et les décideurs des communes, Et qui pour n'oublie faire pas la loi avancer. grand âge. Voilà. Donc, merci. Merci pour ce témoignage. Il était important, Monsieur Davy, effectivement. Et alors, Gaël Lévesque, comme premier édile d'une ville, quand on entend ça, ces retours d'expérience, vous représentez aussi Monsieur Mesquida ici, aujourd'hui, le président du conseil départemental de l'Hérault. Ça donne de l'espoir ? Ah ben oui, ça fait rêver. En fait, on a envie que tous les habitants de la commune aient ce même regard bienveillant les uns sur les autres et que l'entraide et que... Non mais, en même temps, c'est possible. Enfin... On peut. On voit que c'est possible. Oui, non, mais on voit que c'est possible à petite échelle. Et même moi, je me disais, finalement, on est un peu tous en coopérative avec les espaces publics, quoi. Donc, on pourrait tous considérer que l'espace public, on le partage, voilà. Je proposerais en fait que ce soit plus la commune qui prenne en charge les travaux. Bon, voilà, je vais réfléchir. Non, mais c'est une boutade, mais cette bienveillance, ça permet de répondre à cette problématique, enfin, de l'autonomie, de l'isolement, et tous les projets qui pourront faire avancer, comme vous le disiez, enfin, le côté réglementaire et faciliter l'ensemble de ces projets coopératifs et inclusifs. Il faut que ça aille plus loin, quoi, parce que ça reste encore de longs chemins de bataille et d'engagement, même si l'engagement c'est beau. Mais il est à parier que plus il y a des retours d'expérience, plus ça va inciter finalement à aller un peu plus loin. Loin. Donc je voudrais remercier tous les participants, mais remercier justement Maison et Coé, et merci beaucoup à Madame Lamoureux, et pour la confiance que vous nous avez fait, pour avoir organisé ce débat très riche et porteur d'espoir sur le logement, l'accès au logement, sur la solidarité, sur le fait de vivre en donnant du sens à ce voisinage, et sur aussi la possibilité d'inclure tranquillement, de façon extrêmement naturelle, des gens en situation de vulnérabilité, qu'elle soit économique, de santé, sociale ou d'âge. Merci à tout le monde. Donc merci de votre écoute. On va pouvoir poursuivre par un verre de l'amitié. Juste vous préciser une chose, donc cette soirée, c'est aussi pour nous, Maison et Coé, l'occasion de lancer peut-être, je dis peut-être, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, un projet, c'est autour d'un groupe d'habitants. On ne peut pas concevoir un projet sans avoir un noyau fort, volontaire, qui va s'investir. Donc on réfléchit en ce moment à l'idée de lancer un troisième projet. Et donc si dans la salle, il y a des personnes qui sont intéressées pour être pionniers dans ce projet, on vous invite à aller vous inscrire à la table qui est au fond, et on organisera d'ici la fin du mois de juin une réunion spécifique pour ce nouveau projet. Également, on vous a mis des bulletins d'adhésion à notre association. Donc, comme toutes les associations, on a besoin de soutien, on a besoin d'adhérents pour continuer notre initiative. Donc, si vous êtes intéressé pour suivre nos projets, pour suivre nos conférences, n'hésitez pas à adhérer à notre association. Merci à tous, merci à tous les participants, merci à Radio Aviva, à Perla, merci de cette belle soirée. Moi, je suis très contente de la façon dont ça s'est déroulé. Et je vous invite à partager le verre de l'amitié. Alors, si vous avez des questions, tous les gens d'Ecoé ont un petit sticker, donc n'hésitez pas à venir les interpeller sur des questions particulières auxquelles on n'aurait pas répondu. Merci.